Monsieur Fromentin. La parole est maintenant à Sergio Coronado. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est après un très long débat en Commission des lois, plus de 24 heures, après de nombreuses et pour certaines passionnantes auditions organisées sous la conduite de Monsieur le rapporteur pendant plus de 2 mois, que nous arrivons enfin, allais-je dire, à l'examen en séance publique du projet de loi qui ouvre le mariage civil et l'adoption aux couples de même sexe. C'est dans un contexte de vif débat dans la société que la représentation nationale doit désormais se prononcer. C'est donc avec une fierté assumée que je prends donc la parole au nom du groupe écologiste. Je suis fier en effet car il s'agit de mettre fin à la principale discrimination dont sont encore victimes les citoyens du seul fait de leur orientation sexuelle. Ce projet de loi fait ainsi entrer dans le droit commun une population discriminée en raison de sa sexualité. Des femmes, des hommes, des couples, des familles qui depuis des mois sont confrontés à la violence des mots vont enfin bénéficier de la protection de cette institution républicaine qu'est le mariage civil. La Cour de cassation, le 13 mars 2007, et le Conseil constitutionnel à 2 reprises, les 6 octobre 2010 et le 28 janvier 2011, ont affirmé clairement que la responsabilité de modifier la loi incombait aux législateurs. C'est donc ce que propose de faire le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 7 novembre dernier. Avec le vote de ce texte, que le groupe écologiste soutient et souhaite enrichir et compléter, le Parlement va rendre effectif le principe d'égalité devant la loi et tenir cette belle promesse que la République fait à chaque citoyen. À situation de faits similaires, traitement juridique similaire, voilà ce que le projet de loi apporte tout simplement. Il permet enfin de traiter sur le plan juridique de la même manière les couples, tous les couples, indépendamment de leur orientation sexuelle, c'est-à-dire leur permettre d'avoir la liberté de choix entre les mêmes statuts conjugaux, le mariage, le pacte et le concubinage. C'est le mariage civil que nous proposons d'ouvrir, celui-là même que la Révolution a arraché à l'Église pour en faire un cadre juridique basé sur le consentement mutuel et sanctionné par l'autorité publique. Ce cadre juridique, qu'est l'institution matrimoniale, n'a cessé d'évoluer depuis son instauration par la Constitution de 1791. Le Code civil reflète les révolutions qui ont balayé le champ social. C'est en ces termes qu'un quotidien du soir saluait le bicentenaire en 2004 du Code civil. Le Code de 1804, et nous le verrons peut-être au cours de nos débats, mérite un hommage sans doute un peu plus nuancé. Il offrait certes bien des contraintes, mais il a porté aussi cette force, cette incroyable force de placer les volontés humaines au-dessus des faits naturels et des valeurs religieuses. Et les articles sur le mariage et la famille en sont en partie l'illustration. Les codificateurs de 1804 avaient dans le fond une conception très politique des institutions. Avec elles, les citoyens bâtissent l'univers normatif dans lequel ils souhaitent vivre. Aux principes supérieurs du droit canon et de la loi naturelle, ils opposèrent la volonté souveraine des citoyens. Le mariage civil d'aujourd'hui est radicalement différent de celui instauré il y a plus de 2 siècles. Et c'est parce qu'il a évolué qu'il est d'ailleurs devenu une revendication d'égalité. C'est donc la Constitution de 1791 qui met en place la séparation du mariage civil et du mariage religieux. Le Code civil le consacre en 1804. Il faut attendre 1884, comme vous l'avez rappelé, Madame la garde des Sceaux, pour voir le divorce pour faute réintroduit dans le texte. Les évolutions n'ont pas manqué tout au long de notre histoire. Les transformations se sont même accélérées à partir des années 70. Il y a eu la loi de 72. En 75, le divorce par consentement mutuel a été introduit. Entre 78 et 93, plusieurs lois aboutissent à l'instauration d'une égalité des droits et des devoirs entre époux et vis-à-vis des enfants. En 2005, la loi supprime toute différence juridique dans les modes d'établissement des filiations. Le cadre juridique que nous ouvrons aux couples de même sexe
a connu les évolutions de toute institution. Ce cadre est à l'origine de la famille, en effet. Il consacre socialement l'union de deux personnes ayant comme but la solidarité réciproque sur la base de l'affection mutuelle. Constitution, Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention européenne font du mariage une liberté fondamentale, particulièrement partagée et protégée. Le refus d'accès au mariage pour les couples de même sexe se fonde sur une idée du mariage, disons-le franchement, qui tient davantage du sacrement que du contrat civil. Ce qui fut un acte religieux devant, avec la Révolution, un cadre juridique sanctionné par la seule autorité de l'État. C'est à ce cadre que les lesbiennes et les gays doivent pouvoir accéder en vertu des principes d'égalité devant la loi et d'universalité de la règle de droit. Après la Belgique, et je cite dans le désordre, l'Espagne, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, et je n'oublie sans doute, il est enfin temps que la France franchisse ce pas, un pas de plus vers l'égalité des droits. Nous pouvons avoir, chers collègues, aujourd'hui le sentiment légitime que ce que nous votons va changer la vie de femmes et d'hommes sans que cela n'affecte en rien le mariage hétérosexuel. Ce changement, en l'occurrence la simple ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, a été rendu possible par la mobilisation, l'engagement depuis des décennies de précurseurs, de militants, d'associations, de femmes et d'hommes qui considèrent que leur orientation sexuelle ne saurait justifier une citoyenneté de second rang. Le texte que nous allons débattre et qui est l'aboutissement dans la loi de ce combat leur doit l'essentiel. Cette revendication s'est imposée d'abord dans l'opinion, avant de devenir un engagement de campagne et puis un projet de gouvernement. Depuis la fin des années 70, chaque étape vers l'égalité a été un combat. Je veux ici rappeler ces luttes pour mieux saluer les combattants de l'égalité. Souvenons-nous, chers collègues, qu'il a fallu 6 mois de débat à l'Assemblée nationale pour voter la loi du 4 août 1982 qui abrogeait l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal qui maintenait une distinction discriminatoire dans l'âge de la majorité sexuelle entre hétérosexuels et homosexuels. Robert Badinter mit un terme à ce délit d'homosexualité que le régime de Vichy avait imposé et que la République n'avait pas balayé. Le couple homosexuel, lui, restait dans l'ombre. La revendication de la reconnaissance du couple de même sexe émergea au grand jour dans le contexte funeste de l'épidémie du sida. C'est au Sénat que les premiers textes ont été déposés avant que l'arrivée au pouvoir de la majorité plurielle rende enfin possible une reconnaissance de la conjugalité de couples de même sexe. Le Pacs fut une avancée et vous avez été presque unanime, à l'exception de Roselyne Bachelot, à le combattre. Mais le Pacs n'a été pensé et conçu politiquement qu'au prix de 2 renoncements. Et permettez-moi que je m'adresse ici à mes collègues de la majorité. 2 grands renoncements. D'une part, le refus de considérer de manière identique l'homosexualité et l'hétérosexualité, et le choix de laisser la première dans un statut périphérique, afin de ne pas mettre en question les fondements de la politique familiale. D'autre part, le sacrifice de l'égalité de tous face au droit commun, sacrifice que la gauche a accompli avec des arguments hâtifs, du réalisme politique à la sauvegarde de l'ordre symbolique, définissant le mariage comme la rencontre de l'altérité des sexes et des générations. Ces postulats pèsent encore sur nos débats. Nous en payons encore le prix. Le gouvernement de l'époque voulut préserver la substance originelle du mariage en naturalisant son caractère hétérosexuel. Et par là même, il conserva une hiérarchie des sexualités. Cette réforme était sans doute pour lui une forme d'aboutissement pour solde de tout compte. Ce ne fut heureusement qu'une étape. Et l'étape suivante fut franchie en 2004, précédée par 2 événements. La décision du maire de San Francisco de délivrer des certificats de mariage et l'agression barbare de Sébastien Nouchet dans le nord de la France, brûlé vif. Le choc entre les images de liesse de couples nord-américains, là-bas, et le rappel de la violence homophobe ici, ont suscité dans la société civile le lancement par 2 intellectuels, Daniel Borillo et Didier Ribon, du Manifeste pour l'égalité des droits, et la mobilisation d'avocats et de juristes attachés au principe d'égalité. Et je ne citerai pas, parce que mon collègue Mariton lui a déjà rendu hommage, Maître Mécari. C'est le 5 juin 2004 qu'un de nos collègues
s'inscrivant avec panache, avec courage, avec détermination dans la tradition de la désobéissance civile, célébra le premier mariage d'un couple de même sexe. Je veux ici parler de Noël Mamère, maire de Bègles, député de la Gironde, suspendu par le ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin, seulement après quelques heures avoir uni Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier. Stéphane et Bertrand qui furent par un samedi ensoleillé de juin les pionniers du changement. Noël Mamère, dans les semaines qui précédèrent ce mariage, essuyé les sarcasmes, entendu les absurdités d'usage et subi l'injure. Les sarcasmes sont venus des bien-pensants qui ont le changement en horreur, qui s'accommodent du monde tel qu'il est. Ils sont venus des rangs même de ceux qui auraient dû être à ses côtés s'ils avaient été fidèles aux idéaux d'égalité. Ces absurdités, celles que l'on entend d'ailleurs depuis quelques mois, qu'on entend même ce soir encore à cette tribune, proférées jusqu'à la nausée, les mêmes qui servent à s'opposer décennie après décennie à chaque avancée du droit visant à assurer l'égalité politique, sociale et juridique des citoyens, indépendamment de leur sexe et de leur orientation sexuelle. Ces absurdités sont inusables. Elles sont inlassablement ressorties des tiroirs où elles avaient été remisées et réactivées pour faire barrage aux revendications nouvelles. Il n'y a rien de nouveau dans les propos que vous tenez ce soir. Non, l'ouverture des droits pour une population qui en a été privée, chers collègues, ce n'est pas la fin du monde. C'est la construction pas à pas d'un monde plus juste où nous sommes toutes et tous des égaux. Et puis l'injure contenue dans les 4000 lettres reçues, véritable libération de la parole homophobe. Je vous l'ai dit, chers collègues de l'opposition, nos discussions n'ont pas connu en commission des lois les dérapages verbaux qui avaient caractérisé les débats sur le PACS. Les mots sont mieux choisis, plus élégants. Ils portent et ils peinent cependant à occulter la violence qu'ils portent. 15 ans après le PACS, la reconnaissance des couples de même sexe vous dérange toujours. Ce fut une situation paradoxale en commission des lois. Seul l'orateur a la parole. De vous entendre vanter les mérites du PACS pour mieux fermer l'accès au mariage aux couples de même sexe. L'espace de quelques instants, j'ai cru que les opposants à cette réforme en étaient devenus de farouches défenseurs. Ce n'était pas invraisemblable. D'autres que vous ont changé et courent aujourd'hui les colloques pour défendre le PACS après l'avoir combattu. Mais rendons-nous à l'évidence, chers collègues de l'opposition. Vous qui avez participé au débat en commission, le PACS, même aujourd'hui, vous ne seriez pas prêt à le voter, alors même que cette forme de conjugalité est acceptée et qu'elle est très majoritairement un mode de vie hétérosexuel. Pour certains d'entre vous, l'idée même d'un couple de même sexe semble être une anomalie. Accepter qu'ils puissent avoir et élever des enfants formant une famille, c'est une idée qui vous est insupportable. Il fut un temps où la droite comptait en son sein des voix plus libérales sur les questions de société. Je regrette que l'opposition n'ait pas été capable de faire entendre des voix plus généreuses dans le débat. Ce projet de loi ouvre le mariage et l'adoption. Nous, écologistes, nous aurions préféré de la part du gouvernement, et vous n'êtes pas en cause, mesdames, une plus grande détermination à le porter. Nous aurions préféré ne pas avoir à entendre des déclarations ambiguës. Nous aurions aussi préféré une plus grande cohérence. À quoi bon renvoyer à plus tard la question de l'accès de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes dans un futur texte sur la famille? Les transformations des modes de procréation et la séparation entre le lien biologique et la filiation sont en effet un enjeu majeur qui avait sa place dans le texte et dans ce débat. En ouvrant le mariage et l'adoption, nous prenons acte de cette séparation. Bien avant la revendication des couples gays et lesbiens, le fondement biologique a été dépassé. Adoption plénière par un célibataire, PMA pour les couples hétérosexuels, accouchement sous X. Les amendements déposés par mon groupe permettront que la représentation nationale puisse en débattre et le gouvernement aura ainsi l'occasion de confirmer ses engagements pour le texte à venir. Ces différences d'appréciation n'entament pas le soutien que nous apportons au texte. Ces différences d'appréciation soulignent la cohérence de notre engagement depuis longtemps dans le combat pour l'égalité. Rappelons-nous qu'il y a 15 ans, une des motivations de la gauche était de traiter rapidement le PACS en évacuant la question du mariage et de l'affiliation pour se consacrer à ce qui était alors perçu comme prioritaire, la réforme du droit de la famille. Où en sommes-nous sur cette question?
Ne commettons pas les mêmes erreurs. Soyons fiers de ce que nous portons. Soyons fiers de ce projet de loi. Il est temps, chers collègues, que le changement aille à son terme.